Messieurs, bonjour. Il est vrai qu'une telle conférence sur un sujet aussi controversé que la santé du chef d'entreprise nous a interpellés et nous a donné l'envie d'en savoir un peu plus pour notre rubrique développement économique sur TV Languedoc. Alors, en écoutant votre conférence sur le thème de la santé du chef d'entreprise et de sa responsabilité, j'ai appris qu'un chef d'entreprise se suicide chaque jour. Alors, c'est pas un peu exagéré ce chiffre? C'est énorme, non? Presque 400? 400? C'est ce que j'ai compris, enfin, puisque 365 jours. Plus que ça, il y en a un le matin, c'est-à-dire que pendant que nous faisions la conférence, il y a quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il était en burn-out dans son entreprise, et c'est le chef d'entreprise, et il y en aura un encore cet après-midi. Ah, c'est catastrophique. C'est incroyable. Alors, et on n'en parle jamais. Alors, au vu des sociétés, des nombreuses TPE et PME qui ferment en France, et notre économie qui bat de l'aile, c'est pas quand même la raison principale si notre économie bat de l'aile, parce que les chefs d'entreprise se suicident quand même. Non, c'est pas parce que les chefs d'entreprise se suicident qu'effectivement l'environnement économique change. Mais ce que nous voulons mettre en avant aujourd'hui, c'est que si un chef d'entreprise va mal, son entreprise ira mal. Donc forcément, il va participer aux problèmes économiques du pays. Mais dans une petite mesure. Mais nous voulons interpeller surtout tous les entrepreneurs sur la bonne santé du chef d'entreprise pour que son entreprise soit aussi en bonne santé. Donc quand on est en situation comme ça, on arrive à un burn-out, il faut soit s'en sortir avec les moyens dont on va vous parler maintenant, soit il faut prendre la décision de liquider. Quand vous parlez de responsabilité, j'ai vu le thème, si ce chef d'entreprise il commet des boulettes ou des erreurs, il y a un sentiment de culpabilité que vous cherchez à évoquer, vous cherchez à le culpabiliser. S'il y a des fautes dans sa société, j'ai pas très bien compris ce que vous cherchez à dire à ce niveau-là. On ne parle pas de culpabiliser le chef d'entreprise, on voudrait qu'il soit conscient que c'est un homme comme les autres, qu'il a un physique, qu'il doit tenir debout tous les jours dans l'entreprise et que son psychisme doit être au top. C'est ça que nous voulons dire. Ouais, mais est-ce qu'il le voit lui-même, ça? Alors, il peut se faire aider. Il peut se faire aider. De toute façon, il y a des signes, ce qu'on appelle la pathologie de surcharge. Il y a des médecins, il y a des psychologues qui peuvent les déceler. La famille le décèle. C'est ça qui est important pour nous. Je pense que le dirigeant, quand il crée son entreprise, il n'a pas la conscience du triangle entre son objectif à long terme, son entreprise au quotidien et puis sa santé. Alors on parle de la santé à tout point de vue, mais son rythme de vie, son équilibre alimentaire, son équilibre physique, sportif, les temps de pause avec la sophrologie et tout ça. Et de sommeil. Et de sommeil. Tout ça, finalement, fait qu'il est capable après de prendre des bonnes décisions et de réévaluer les choses avec un petit peu de recul. Donc cet aspect physique aussi, il est pas neutre. Et je pense que tout le monde n'en est pas très conscient. On en prend conscience trop tard en disant je suis en burn-out, je n'arrive plus en fait à reprendre le pédalier et à me dire qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Donc le côté physique est important aussi en fait. C'est vrai que depuis des années, j'ai toujours appris qu'un chef d'entreprise n'a pas le droit d'être malade. Alors ça, sinon ça boîte cool. Alors y a-t-il un système législatif en France qui aide le chef d'entreprise ou est-ce qu'il a juste le droit de crever la gueule ouverte, quoi? Quand je dis ça, excusez-moi, attendez, quand je dis ça, j'ai toujours cette impression qu'en France, le patron, le chef d'entreprise possède moins de droits que ses employés. Alors, à part quelques exceptions, qui sont les chefs d'entreprise qui ont un statut assimilé à celui du salarié, c'est-à-dire un gérant minoritaire, un PDG d'entreprise, de SAS. Bon, c'est quand même une minorité. Il y a aussi beaucoup dans la région de petites entreprises sous forme de URL, des CRL où le gérant est majoritaire. Et là, il n'existe strictement aucun texte pour le protéger. La médecine du travail, ce n'est pas pour lui. Alors le MEDEF, que pense le MEDEF d'une telle conférence? Est-ce qu'ils ont prévu justement ce cas de figure par rapport aux chefs d'entreprise? Parce qu'on les entend parler, mais le problème c'est qu'ils n'évoquent pas ce sujet. Je ne suis pas certain que ce soit un sujet qui soit abordé. Oui. Ça dérange? Oui, c'est tabou. D'accord, tabou. On n'en parle pas. On n'en pense pas. Très bien, alors donc j'ai compris. Donc pas de droit d'être malade quand on congé congés. Si vous êtes en congé, si vous pouvez en prendre. Ah oui, alors vous avez le droit d'être malade en congé, mais sinon déjà pas le droit d'être malade, sinon quand... Si, alors vous avez le droit... Non, je dis pas ça. Vous avez le droit d'être malade, mais que vous soyez malade ou pas, vous ne pouvez pas vous écouter. D'accord. Vous êtes dans l'entreprise. Là, je dis, écoute, il faut vraiment fermer le magasin. Alors toujours pas définitivement, temporairement, mais à mon avis, en plus tu es en état de cessation de paiement. Si tu fais traîner les choses, ça va aller de pis en pis et tu ne pourras même plus travailler. Et d'ailleurs, il commençait à avoir des idées très très sombres. Il me disait parfois, j'ai envie de m'évader. Alors traduisez ce que ça peut vouloir dire, j'ai envie de m'évader. Ça veut dire aussi peut-être passer de l'autre côté. Heureusement qu'on a pris ces mesures d'urgence avec le psychiatre
la psychanalyste et son médecin qui le suivaient. Moralité, il est allé quand même 2-3 jours se reposer dans un établissement spécialisé. S'il y a un repreneur, c'est génial, il vaut mieux vendre ta boîte, effectivement, que de faire une liquidation. Alors on commence un peu des négociations. Et les négociations, ça dure dans le temps. Il faut se fixer une date limite. Au-delà d'une semaine, et puis il faut que ce soit quelqu'un qui paye longtemps, tout de suite, qui n'ait pas de prêt bancaire, parce que s'il y a un prêt bancaire, encore un délai supplémentaire, encore de l'argent à mettre dans la caisse pour toi, donc tu ne vas pas t'en sortir. Et donc, on a demandé une liquidation immédiate, on a déposé le dossier au greffe mercredi dernier, et depuis hier, le jugement de liquidation judiciaire est tombé. Et lui, il va un petit peu mieux. Ça y est, sa santé commence à remonter un peu, il est plus équilibré, il tient debout, il ne tremble plus, il peut réfléchir, et il m'appelle qu'une fois par jour au téléphone, c'est parfait. Alors, y a-t-il un suivi médical qui existe pour le chef d'entreprise, voire même pour un employé, quand ceci frôle le burn-out? Pour l'employé, absolument. Absolument. Oui, mais pas pour le chef d'entreprise. Pas pour le chef d'entreprise. Donc, c'est à lui-même d'organiser son suivi. Comme s'il avait que ça à faire. Donc, en fin de compte, rupture professionnelle causée par le stress, l'anxiété, soit de perdre des marchés ou un employé de perdre sa place aussi, oui. Voilà, qui fait que ça fait une ambiance un petit peu délétère et un petit peu pourrie dans l'entreprise. Donc, si je comprends bien, en 2014, un employé a plus de chances d'être suivi médicalement. Ah, certainement. Pour le stress, pour le burn-out, qu'un patron, un chef d'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Bravo. Alors, quand nous parlons de sa responsabilité, c'est pas pour le culpabiliser, c'est qu'il faut voir que lui n'a plus de revenus, donc sa famille est dans une situation très difficile. S'il s'obstine à travailler alors qu'il est en situation de burn-out, il met aussi l'entreprise, donc les emplois de ses salariés en danger et les familles de ses employés. Donc, il faut savoir déceler à temps le burn-out et faire très très attention. Dans notre univers économique, comment la santé du chef d'entreprise et la santé de son entreprise sont très étroitement liées l'une à l'autre. S'il faut trouver une solution, on peut gérer comment ça? On prévient à l'avance. Un tel stress, en tout cas, je sais une chose, c'est que ce stress, ça cause des désastres pour l'entreprise, pour sa vie privée. Je l'ai bien compris tout à l'heure, vous l'avez bien dit, Hatim. Alors, y a-t-il des médecins, des services qui peuvent prévenir ce genre de situation? Perso, je vois mal un chef d'entreprise aller voir un psy pour lui dire qu'il va péter un câble. J'y crois pas à ça. Alors, est-ce que seulement le chef d'entreprise voit lui-même qu'il ne va pas bien? Alors, effectivement, le chef d'entreprise a énormément de difficultés à pouvoir percevoir sa propre difficulté à trouver des solutions à sa situation de stress. Bon, naturellement, il y a maintenant des structures qui se mettent en place, comme par exemple la structure 60 000 rebonds à Montpellier, qui permettent justement, 1, d'identifier, 2, de localiser, et 3, d'attirer les chefs d'entreprise pour leur faire prendre conscience des difficultés énormes auxquelles ils sont confrontés et également d'essayer de leur apporter des solutions. Excusez-moi, 60 000 rebonds, c'est d'ailleurs 60 000 chefs d'entreprise? 60 000 rebonds est une association qui a été créée par un chef d'entreprise en grande détresse, qui s'est rendu compte que les chefs d'entreprise n'étaient pas soutenus au moment les plus difficiles de leur existence, contrairement à leurs collaborateurs et salariés, et qui donc a mis en place cette structure au niveau national et au niveau également régional grâce à des équipes sur place, notamment en Languedoc-Roussillon. Il y en a une équipe en Languedoc, d'accord, très bien. Une équipe en Languedoc-Roussillon. Une question, est-ce qu'on sait par exemple par rapport au burn-out, le nombre de gens qui aujourd'hui utilisent des produits dopants pour aller mieux, avec de la taurine à haute dose ou des choses comme ça, et qui, une fois qu'ils ont fini, s'écroulent littéralement parce qu'il y a une espèce de maintien d'activité totalement artificiel. Et ça, ça commence à devenir un peu un drame dans la génération des jeunes entrepreneurs. Voilà. Est-ce que ça, vous avez des études sur ça? Qui dit utilisation de produits psychotropes dit naturellement besoin au moins ressenti d'y recourir. Okay, et effectivement, le niveau de stress de la population française fait que on utilise à haute dose ce genre de médication. Alors justement, je voudrais revenir un peu sur la question sur le dopage qui est un peu liée à ça. C'est qu'au début, on a évoqué le fait que le chef d'entreprise qui commence à être saturé, il refuse de reconnaître cette situation et il va essayer de travailler plus. Jusqu'où ben, jusqu'à se doper, finalement, parce qu'il s'en rend compte lui-même qu'il n'y arrivera pas. Donc il va se doper, et puis évidemment ça va l'aider à s'enfoncer encore plus.
Mais donc tout est lié, c'est vrai. Et se doper, ça peut être 15 cafés par jour. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas forcément aller chercher un psychotrope. Hein. À la télévision, en règle générale, sur la petite lucarne, celle que l'on voit pas par le web, mais sur la télévision sur laquelle on paye une redevance, on parle toujours des employés en grève pour sauver leurs emplois. Mais on n'entend presque jamais un patron qui menace de se suicider, en tout cas pour sauver sa société et ses employés. Alors croyez-vous qu'une telle conférence puisse faire avancer le débat sur la fragilité de l'entreprise et surtout la fragilité de son dirigeant? Est-ce que d'un seul coup, ça peut servir à quelque chose? C'est le but, effectivement. Je viens de vivre un exemple que j'ai raconté tout à l'heure en début de matinée, où effectivement, j'ai dû demander, moi, aux dirigeants d'arrêter son entreprise, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Il était en décompensation. Il est décompensé complètement. Je l'ai amené chez le médecin, chez le psychiatre et chez le psychanalyste. Et il a fermé son entreprise. L'entreprise a été liquidée hier. Mais sur mes conseils et les conseils de son avocat. Ce qui m'a donné un peu des frissons, parce que je l'ai vécu et encore l'année dernière, on en a parlé un peu avec Hatim. Je dirais que j'ai passé ma période de deuil. Je suis sorti d'une société où j'étais le numéro 4 sur Montpellier. On était 1000 personnes et on est monté jusqu'à 100 millions de chiffres d'affaires. Pour ne pas le citer, Multitech sur Montpellier. Donc la fermeture de cette société n'a pas été due simplement à de la compétence, mais pour moi à certaines incombrations sur des lois, notamment la loi LME, puisqu'ici il y a des chefs d'entreprise. On s'est retrouvé à payer des fournisseurs à 45 jours comme maintenant c'est obligatoire. Et nous on était payés par des administrations à 120 voire 150 jours, le 15, dans les meilleurs des cas quand on est payé. De l'année suivante. Et on entendait du genre, ah mais vous n'avez pas besoin d'argent. Et il faut savoir que moi j'ai été responsable modestement d'une petite équipe de 40 personnes. Et quand je voyais ce que je décaissais à la fin du mois, ne serait-ce que le cours de l'année, hein, que ce soit les TVA, que ce soit, et je voyais l'argent qui ne rentrait pas, et il fallait payer les fournisseurs à 47 jours, on tapait dans le matelas. Donc voilà pourquoi une des raisons pourquoi ça a fermé. Alors, il y a aussi une chose que j'ai entendue, et ça, il y a des gens autour de nous qui peuvent répondre. L'État est-il absent ou déclare-t-il forfait? Parce que pensez-vous que les politiciens au gouvernement, voire les fonctionnaires au service de ces dirigeants de l'État, tout d'abord, toute politique confondue, ils s'en foutent royalement, quoi. Parce qu'en fin de compte, quand j'entends qu'on vous paye, quand on a le temps de vous payer avec à l'élastique, et puis si vous n'êtes pas content, comme vous avez dit, vous perdez le marché, ça veut dire qu'en fin de compte, l'État ou les services administratifs mettent le couteau sous la gorge des entreprises. C'est-à-dire qu'au niveau supérieur de la pyramide, il est parfois l'objet de constater que nos dirigeants ne sont pas tout à fait au fait des réalités pragmatiques du terrain au niveau de la base. D'accord. Et le fonctionnement d'une TPE, d'une PME est relativement étrangère à leur culture personnelle. Alors c'est toujours marrant quand je vois un politique qui me dit toujours faut prôner le Made in France et se mettre avec un maillot bleu, blanc, rouge ou appuyer le rayé, vous voyez de qui je veux dire, acheter français, etc. Le problème c'est qu'on fait de gros discours devant, mais en fin de compte on ne vous donne pas beaucoup les moyens pour pouvoir survivre en France. Je crois que les moyens en fait, c'est aux citoyens, à l'entrepreneur, d'essayer de se les constituer et de faire avec la législation qui est à sa disposition. Est-ce que vous pensez que justement les chefs d'entreprise qui sont au bord de la faillite, ces politiciens, ils sont au courant que ça va mal comme ça? Oui, mais j'irai plus loin sur la question de tout à l'heure. Laquelle? Quand vous dites que l'État est-ce que l'État fait quelque chose? Oui, il fait quelque chose, mais il fait du négatif. Avec l'ensemble des réformes de structure, avec l'ensemble de la réglementation qui vient chaque jour encore se rajouter à celle qui existe déjà, le chef d'entreprise manque de visibilité. Il ne sait pas si ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai demain, et comment peut-il à ce moment-là gérer son entreprise. Et ça développe justement les problèmes de santé. Alors, donc, j'ai interpellé moi-même la directe. La quoi? La directe. C'est-à-dire, expliquez-moi ce que c'est qu'une directe, je ne connais pas. Alors, là, ça peut être plusieurs choses, mais là, c'est le regroupement de 7 services de l'État. Un des plus connus, c'était le service de répression des fraudes, la concurrence. Il y a également tout le corps de l'inspection du travail. Il y en a 7. Aujourd'hui, il y a 3 pôles. Et nous avons eu la chance de rencontrer les 3 dirigeants de l'Hérault de ces pôles. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez au moins, quand vous faites quelque chose, une
ligne de réflexion, est-ce que vous pensez au chef d'entreprise? Et là, le directeur général m'a répondu, eh bien non. D'accord. Voilà, ça c'est grave. Nous avons effectivement quelqu'un qui est avec nous. Pour certains, c'est un visage connu. Bonjour, Madame Danan. Bonjour. Alors, vous étiez dans l'ancien conseil municipal. Rapprochez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Vous étiez dans l'ancien conseil municipal. Vous faites partie toujours du conseil municipal actuellement. Et est-ce que c'est une pratique courante de voir les administrations, en tout cas languedociennes, payer à l'élastique quand ils sont je dirais, en relation avec des entreprises? Alors, très honnêtement, on connaît tous le fait des lourdeurs administratives, il manque un document, etc. En ce qui concerne Montpellier, je n'ai pas connaissance d'une dynamique de différer les paiements par rapport à ce qui a été convenu. Je vais être honnête, hein, c'est pas dans la culture de la mairie ou de l'agglo de faire ça. Mais vous êtes peut-être il y a pas au courant. certainement, voilà, je dis, je ne sais pas, je n'étais pas aux finances, je ne suis toujours pas aux finances d'ailleurs, mais ça s'entend aussi, on a des retours, etc. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de toutes les collectivités, on n'a pas une grande habitude du monde de l'entreprise. On va réfléchir, on va raisonner pour des grandes entreprises, qui sont les fleurons de la région, etc., où on va raisonner aussi au niveau des associations ou des organismes représentatifs des métiers, mais on n'a pas la culture de la PME, de la TPE. Qu'est-ce qu'ils comprennent des directives qu'on met en place? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Comment ils vont l'interpréter? Est-ce qu'on peut faire des mesures rétroactives qui ont un impact financier sur une entreprise? C'est absurde parce que par définition, il ne peut plus rien prévoir. Donc ce sont des questions extrêmement importante et je pense qu'il faut plus de pénétration, plus d'interconnexion, plus de compréhension au niveau des entreprises, des leviers de décision du public et dans les collectivités, des contraintes de terrain de l'entreprise. Alors, ce que l'on voit sur Montpellier, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en tout cas, on l'a bien compris que certains, il y a des gens qui pleurent au niveau d'être payés par l'État et pendant ce temps-là, vous êtes obligé de payer les fournisseurs. Est-ce que vous pensez justement aussi que c'est une pratique un petit peu au niveau national, que quand on répond à des appels d'offres et que c'est l'État, on a la malchance d'être payé à 180 jours, voire peut-être l'année d'après, quoi. Très honnêtement, ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas vous raconter de salade. Très bien. Par contre, ce qui est certain, et je ne veux pas dire ça pour dédouaner l'État, que je ne représente pas du tout d'ailleurs, mais bon. Non. Mais je dis simplement qu'il est possible aussi que des entrepreneurs prennent des marchés ou prennent la balle au bond sans anticiper de ce que ça veut dire en termes pour trésorerie, adaptation de l'entreprise, etc. Et s'il y a des choses à faire concrètes pour eux, c'est justement de les aider à cette anticipation. Voilà, pour ne pas qu'à un moment donné, ils se retrouvent avec une décision prise, des adaptations à faire, et ils travaillent de plus en plus, ils culpabilisent de ne pas y arriver, et à un moment donné, on est dans le burn-out complet, et là, c'est le pharmacien qui parle. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ouais, non mais voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, donc je vais me mettre dans la merde. Hein. Ah mais...